Éric Ciotti. Bonjour. Une autre réforme, je le disais, réforme institutionnelle dévoilée hier par le Premier ministre. Est-ce que cela défigure la Ve République? Ça présente des risques pour la Ve République. Très clairement, introduire la proportionnelle, le poison de la proportionnelle dans notre système institutionnel, c'est faire prendre des risques pour l'équilibre de nos institutions. Même à 15%? Même à 15%, puisque les majorités ne pourront pas, de façon certaine, être garanties. Aujourd'hui, il y a une majorité, il y a une opposition qui permet au gouvernement de conduire sa politique, qu'on soit favorable ou pas, mais c'est la règle de la Ve République. On voit ce qui se passe en Italie, en Allemagne. Aller dans ce sens est dangereux. Et pour nous, nous le disons très clairement, autour de Laurent Wauquiez, c'est non. 30% de parlementaires en moins, c'est non aussi? Nous souhaitons, nous avons soutenu pendant la campagne présidentielle une diminution du nombre de parlementaires. Mais ce qu'il y a derrière, et notamment sur le nombre qui a été choisi, c'est un affaiblissement de la représentation des territoires. Vous savez, on a l'impression que ce pouvoir, il est très parisien et il est très technocratique. Moi, je dénonce le populisme anti-élu de certains et du président de la République. Il voudrait gouverner avec des experts, il voudrait gouverner avec des technocrates, il voudrait gouverner que depuis Paris, parce qu'il a l'impression, je crois qu'il ne connaît un peu que ses experts et que Paris. Ce n'est pas la réalité de la France. La France a besoin de ses territoires, a besoin d'une vraie représentation d'élus sur le terrain aussi. Est-ce que vous croyez que les Français vont descendre dans la rue pour demander plus d'élus? Sûrement pas. Voilà. Mais je ne crois pas qu'ils vont descendre dans la rue pour la réforme du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de la magistrature. Ça veut dire qu'elle est inutile, cette réforme institutionnelle? C'est là que vous laissez entendre? C'est une réforme très politicienne, très éloignée des préoccupations des Français. Là où on augmente la CSG, là où il y a des grèves aujourd'hui qui paralysent la France, on va sur la réforme institutionnelle. Est-ce que c'est sérieux? L'efficacité de l'action publique, ça a été une revendication aussi pendant cette campagne présidentielle. Oui, mais là, c'est un leurre politique. Nous disons chiche au président de la République. S'il veut réformer la Constitution, eh bien, allons-y, mais sur des sujets majeurs. Ceux de la protection des Français, notamment. On est face à une menace terroriste maximale. Vous savez, le Conseil constitutionnel a annulé, il y a à peine un mois, la pénalisation de la consultation des sites djihadistes. Ça paraît ahurissant. Un policier ou un gendarme ou un policier municipal ne peut pas contrôler en tout temps, ni fouiller des véhicules, ne peut pas contrôler l'identité. Et ça passe par une révision constitutionnelle? Ce sont des sujets qui obligent une révision constitutionnelle, puisque le Conseil constitutionnel a toujours censuré des mesures qu'on a défendues là-dessus. Allons-y. Si on veut être sérieux sur des sujets graves, majeurs, il y a des questions d'immigration, le droit du sol à Mayotte, on va en parler de l'immigration. On peut réfléchir à ces sujets. Il ne peut pas y avoir de compromis avec les Républicains sur ce texte-là? Nous disons, allons-y sur des sujets majeurs. Sur les propositions qui sont faites, c'est non. S'il y a un volet sur le terrorisme, sur la rétention de sûreté, le danger de tous ceux qui vont sortir de prison et qui représentent une menace. Nicolas Sarkozy l'avait fait pour les criminels sexuels, faisons-le aujourd'hui pour les djihadistes. La question, c'était sur le texte en l'état, il n'y a pas de possibilité de compromis avec le parti Les Républicains, la droite sénatoriale et parlementaire. L'ont dit, nous y sommes opposés, et Gérard Larcher, hier soir, a signé un communiqué dans ce sens aussi. Donc on rentre dans un bras de fer? Vous savez, c'est une réforme de confort. La proportionnelle, le nombre de députés ou la durée du mandat relève de la loi organique. Aller sur une réforme constitutionnelle, c'est pour M. Macron vouloir une petite victoire politique. Alors, est-ce qu'il aura la victoire face aux syndicats grévistes de la SNCF? On le verra. En tout cas, les sondages évoluent. Les Français, à 56%, estiment que le gouvernement devrait modifier sa réforme en tenant compte de la contestation. Est-ce que ce matin, vous lui dites non, il faut tenir? Moi, je soutiens la réforme. Elle va naturellement dans le bon sens, parce qu'il faut réformer la SNCF. Je conteste les blocages, mais la réalité, quelle est-elle? Et les Français la mesurent, c'est que cette loi, ce projet, c'est une réformette. Une fois de plus, on est dans le symbole du « en même temps ». On va simplement ouvrir à la concurrence, mais on ne réforme pas le statut actuel des cheminots. On va réformer uniquement pour ceux qui rentrent. On ne touche pas au régime spécial des retraites. Vous ne l'avez pas fait non plus avant, vous le savez bien. Les vraies économies, elles sont pas là. Vous ne l'avez pas fait non plus avant ces réformes-là. On avait engagé dans une période beaucoup plus complexe de crise les premières réformes. Bien sûr, il fallait aller plus loin, j'en conviens. Est-ce que vous dites au gouvernement de tenir? C'était la question. Puisque ça va être le sujet, l'enjeu des semaines qui viennent, avec des usagers qui commencent, je le disais, à trouver le temps long, même si ça fait que 2 jours. Il faut réformer.
si le dialogue permet de sortir de la crise, moi je souhaite aussi que ce blocage s'arrête. Et c'est au gouvernement à prendre ses responsabilités. En absorbant la dette de la SNCF, par exemple? Ça peut être une piste, mais les ordonnances n'étaient pas la meilleure méthode pour éviter le blocage. Des régions submergées par le flux de demandeurs d'asile. Ça pourrait être du Ciotti. C'est du Collomb. Ça vous surprend? Non, ça ne me surprend pas. Le constat, on peut tous le partager. Aujourd'hui, il y a une crise migratoire majeure, internationale, mais nationale. Les chiffres n'ont jamais été aussi mauvais pour notre pays. 262 000 titres de séjour l'année dernière, c'est M. Collomb qui les a donnés. Jamais autant d'étrangers en situation irrégulière. Un coût de l'immigration devenu insupportable. 2 milliards pour l'asile, 1 milliard pour l'AME. Il y a des flux migratoires qui s'accentuent. Ça veut dire donc, que le constat, on peut le partager. Oui. L'idée, la solution, nous ne les partageons pas parce que les solutions, elles ne sont pas à la hauteur de ces enjeux et nous le démontrons dans le texte à l'Assemblée nationale. Mais on se retrouve dans une situation à la fois assez évidente, c'est-à-dire vous bataillez contre le gouvernement sur la loi asile en disant ça ne va pas suffisamment loin, et de l'autre côté on a la République en marche qui trouve ce texte liberticide, une partie de la République en marche. Ça veut dire que c'est le bon équilibre? Ça, c'est le discours politique du gouvernement. Il avait déjà usé pour la loi terrorisme. On a vu, alors qu'il annonçait une très grande fermeté dans cette loi, qu'à la sortie, ça n'était rien. À peine 6 perquisitions administratives en 6 mois, contre 4 600 avant. Ça veut dire qu'on a baissé la garde. Sur l'immigration, c'est pareil. On ne revient pas sur les régularisations quasi automatiques de M. Valls. On ne vient pas sur la rétention administrative. Et pire, on ouvre des appels d'air à l'immigration, notamment en étendant le regroupement familial. Vous savez, Caroline Roux, que demain, les réfugiés mineurs pourront faire venir leurs frères et leurs sœurs librement, automatiquement en France. Vous savez combien de mineurs ça représente? Ça en représente 400. Mais sur les mineurs non accompagnés, il y en avait 4 000 il y a 5 ans, il y en a 50 000 aujourd'hui. Ce ne sont pas des réfugiés, ce n'est pas la même chose. Ce sont les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile. Ça veut dire qu'on va ouvrir des filières parce que tout le monde va pouvoir espérer bénéficier de cette mesure. C'est le signal qui est extraordinairement dangereux. Éric Ciotti, est-ce que vous avez enfin pris votre décision? Sur Nice? Oui. Sur Nice, je sers ma ville et je la défends. Vous savez, aujourd'hui, Christian Estrosi va augmenter massivement les impôts des Niçois, de 13% de la taxe foncière. Il a augmenté la taxe d'habitation pour les résidences secondaires de 60%. Il a augmenté l'impôt des artisans et des commerçants. Tout ça du fait d'une gestion où la dépense publique est faite sans compter. Donc vous avez pris votre décision. Je veux défendre ma ville. Je n'ai pas pris ma décision. Ça ressemble à ça quand même. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis qui sont inquiets par la situation financière et budgétaire de la ville et qui sont choqués par le fait que Christian Estrosi est aujourd'hui quasiment en marche. C'est un soutien du gouvernement, c'est son choix, je le respecte. Et il est devant dans mais les nous sondages. Avons besoin, pour l'instant, il est devant dans les sondages. Des sondages maison qu'il a commandés lui-même. Bon, Éric Ciotti, candidat ce matin. Nous verrons bien. En tout cas, moi, je veux défendre ma ville. J'en suis le député. Je suis député républicain de Nice et je défends Nice. Merci. C'est à vous, Laurent. Oui, c'est pas toujours facile de dire oui. Merci, Caroline. Bonne journée à tous les deux.